Nous allons prendre en main les firewalls. Vue générale sur les firewalls. Les firewalls. Introduction. L'information est devenue le moteur des entreprises et plus largement de nos vies. La protection des données est devenue primordiale. La cybersécurité est désormais au cœur des préoccupations, comme on l'a vu dans le cours Introduction à la cybersécurité. Et pour pouvoir prendre en main les pare-feux, on va mettre en place un véritable labo virtuel reconstituant un réseau local protégé par des firewalls. Quelle est l'importance du firewall dans un contexte de cybermenace? Le firewall, c'est un mécanisme de protection indispensable à déployer sur un réseau d'entreprise, un réseau domestique ou un poste personnel pour se protéger des cybermenaces. Internet ouvre la porte à un nouveau genre de menace, la menace cyber ou cybermenace. La cybermenace englobe toute une variété de risques dont les principaux sont les suivants. Les logiciels malveillants ou malware, les virus, les vers, les chevaux de Troie, les ransomware. Les firewalls. La première réponse à la lutte contre les malwares, car ils vont être capables d'agir en amont de la contamination, c'est-à-dire en évitant le téléchargement du malware en question, mais aussi en aval. Si une machine est infectée, le firewall va pouvoir de lui-même empêcher toute connexion avec une ou plusieurs serveurs contrôlés par les pirates à partir de cette machine verrouillée. C'est-à-dire que ici, quand on place un firewall ici, donc ce firewall va permettre d'agir déjà en amont pour empêcher justement que un hacker puisse attaquer le système. Mais deuxièmement, si une machine ici, par exemple, prenons cette machine-là, elle est contaminée par un virus ou un ver, par exemple, eh bien, le firewall qui est ici, puisque le, le ver qui va être, par exemple, à ce niveau-là, ou le cheval de Troie qui va être stocké sur ce matériel-là, il va chercher à se connecter avec la machine du hacker pour pouvoir lui transmettre des informations. Eh bien, le firewall peut empêcher justement cette connexion-là. C'est pour ça que un firewall, c'est un aspect important de la protection d'un réseau contre ce type de menace-là. Le phishing. Alors le phishing, qu'est-ce que c'est? Le phishing, c'est une technique utilisée pour tromper les utilisateurs en se faisant passer pour une entité de confiance afin de les encourager à divulguer des informations personnelles et confidentielles comme des coordonnées bancaires ou les identifiants. Eh bien, les firewalls, si on a activé sur un firewall une fonction de filtrage web, on parle aussi de filtrage URL, et que le site malveillant en question est connu de l'éditeur du firewall, toute tentative de navigation sur le site sera empêchée. Ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que les firewalls, ils s'embarquent avec cette notion de filtrage web. Ils embarquent justement donc une protection contre le phishing. Donc là, on vient de voir que les firewalls, par rapport aux cybermenaces, ils constituent une protection contre les logiciels malveillants ou malware, que sont les virus, les vers, les chevaux de Troie et les ransomware, dans le sens justement où ils vont déjà, ces pare-feux, ils vont éviter que, le pare-feu qui est ici, les pare-feux vont éviter dans un premier temps le téléchargement de logiciels malveillants. Donc ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, les pare-feux peuvent également éviter que lorsqu'une machine est infectée, eh bien cette machine, sa communication avec le serveur distant du pirate va être interdite. C'est-à-dire un cheval de Troie, par exemple, ne
pourra pas communiquer des informations à un hacker et le hacker aura des difficultés ou ne pourra pas d'ailleurs piloter une machine infectée à distance. Et deuxièmement, si on active la notion de filtrage web sur un pare-feu, eh bien, même le phishing, on peut être protégé du phishing dans le sens où, bah tiens, quand on clique sur une pièce jointe, normalement, ça va aller se connecter à un site malveillant, mais le pare-feu, avec cette notion de filtrage web, cette option de filtrage web va empêcher cette connexion. Les firewalls ont tout d'abord été pensés pour empêcher une intrusion via la mise en place de ce qu'on appelle des politiques d'accès, c'est-à-dire des règles d'autorisation ou d'interdiction entre réseaux et notamment entre le réseau Internet, le LAN et Internet. C'est-à-dire que si je viens ici on a sur le réseau Internet, on a ce qu'on appelle un réseau WAN et quand on est sur un réseau local, on appelle ça un réseau LAN. Donc, les firewalls, ils bloquent, ils ont été pensés pour bloquer le trafic en utilisant ce qu'on appelle des politiques d'accès. Il suffit d'aller, par exemple, ici sur Google, par exemple, on va faire table de firewall, par exemple. Il suffit d'aller sur image. Et quand on va sur image, on voit un peu comment on se présente la politique d'accès. Ici, donc, par exemple, on a des règles. Par exemple, la règle numéro 1, on a l'IP source, cette IP source là, pour laquelle on va définir n'importe quel port. Et ici, on a une IP de destination, donc qui va être un réseau éventuellement, hein, pour lequel on va dire que c'est sur n'importe quel port. Le protocole TCP, on le définit, et là, on indique que, eh bien, on interdit la communication entre ce réseau et ce réseau, quel que soit le port. C'est-à-dire que si je viens ici, je pourrais avoir un réseau qui serait situé ici, hein, sur ce réseau-là. J'ai le réseau qui est situé, par exemple, à ce niveau-là. Alors ici, hein, je vais peut-être... Ici, par contre, on va légèrement modifier notre schéma. Faire comme ça. Donc, j'ai un premier réseau qui est situé ici et un second réseau qui est situé là. Eh bien, je peux interdire la communication entre ces deux réseaux-là. On peut avoir d'autres règles qui vont être l'inverse, c'est-à-dire que ici, j'ai une règle numéro 2, l'adresse du réseau source, l'adresse du réseau de destination, n'importe quel port, et là, ça va être accepté. Donc c'est ça les politiques d'accès qui peuvent être définies sur un pare-feu. Alors les firewalls, actuellement, ils sont dotés de plus en plus d'intelligence, dans le sens où ils sont capables maintenant de reconnaître les flux réseau correspondant à des tentatives d'exploitation de vulnérabilités connues, et donc d'empêcher les intrusions en bloquant ces flux à destination des applications du réseau qu'ils protègent. Donc là, ils commencent à devenir encore plus intelligents, c'est-à-dire qu'au lieu de se baser uniquement que sur une politique d'accès qui va être définie au départ, eh bien, les pare-feux vont être capables, en utilisant de l'intelligence artificielle ou d'autres fonctionnalités, de savoir, par exemple, qu'un flux qui va provenir de ce réseau-là, sur lequel est le serveur, c'est un flux qui est malveillant. Donc les firewalls, de plus, peuvent contribuer à la lutte contre les attaques dites par déni de service distribué ou DDoS. Ces attaques visent à saturer un service par de multiples requêtes afin de le rendre indisponible. Les firewalls embarquent en effet par rapport à ça des fonctions de limitation de flux
en termes de bande passante, de nombre de connexions en provenance d'une adresse IP, ou de plusieurs IP, ou d'un même pays. C'est-à-dire que si je reprends le réseau qui est ici, on peut avoir un pirate qui est ici, qui va lancer, ou alors ce serveur web, qui va lancer un certain nombre de requêtes sur ce serveur web, donc des milliers de requêtes, et ce serveur web va être saturé puisqu'il doit traiter ces requêtes lancées par le hacker. Il va être bloqué pour les autres utilisateurs. Pour éviter ce genre d'attaque, DOS, Denial of Service, eh bien, le pare-feu va, par exemple, vérifier la bande passante. S'il voit que la bande passante est largement utilisée à partir d'une même adresse IP ou d'un même réseau, eh bien, il va se dire, bon, ben, là, qui va procéder à un blocage pour éviter l'attaque par des services. Il peut également constater qu'il y a un flux important qui provient de la même adresse IP ou du même réseau, eh bien, il va bloquer le trafic à partir de cette adresse IP ou de ce réseau. Donc, ça, c'est également une autre des fonctionnalités d'un pare-feu. Alors, comment fonctionne un pare-feu? Le principe de base d'un pare-feu. Il permet à l'administrateur ou à l'utilisateur de contrôler les flux réseau en autorisant ou en interdisant un trafic réseau spécifique entre sa machine, son réseau et un autre réseau, dont Internet, au moyen de règles qui vont être définies par défaut ou par l'administrateur et qui vont être appliquées séquentiellement. Tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit. Donc, ça veut dire que si je reprends ce schéma-là, tout trafic qui n'est pas accepté comme ici est par définition interdit. On sera rarement amené à mettre en place des règles d'interdiction de trafic, mais plutôt des règles d'autorisation. Donc, généralement, on met plutôt des règles d'autorisation, puisque tout ce qui n'est pas accepté est interdit. C'est peut-être pas la peine d'interdire certaines connexions, mais il faut savoir qu'on peut le faire. Tout ce qui n'est pas connu ou identifié ne doit pas être autorisé. Ça, c'est une règle de sécurité importante à prendre en considération quand on configure un pare-feu. Il est rare qu'un firewall soit configuré par défaut en interdisant tout le trafic. Il est d'usage par défaut d'autoriser tout le trafic sortant, c'est-à-dire sortant de la machine ou du réseau protégé vers Internet ou vers un autre réseau, et de bloquer tout le trafic entrant jugé comme dangereux. Donc, généralement, tout le trafic qui va sortir vers l'extérieur, on l'autorise généralement sur un pare-feu. Par contre, on n'autorise pas tout le trafic entrant, on va juste autoriser le trafic que l'on connaît. On part du postulat que ce qui se passe dans le réseau interne est réputé sûr, alors que tout ce qui vient de l'extérieur est dangereux, ce qui en soi fait sens. C'est-à-dire qu'on considère que le danger va provenir de l'extérieur, mais ce qui est en local est sûr. Ce mode de fonctionnement par défaut est notamment adopté en termes de configuration par la majorité des opérateurs. Ce principe de configuration sur la majorité des box Internet par défaut, ainsi que sur la majorité des firewalls logiciels dans Windows Defender. Donc si je reviens ici, si je prends une box, eh bien le principe, puisque sur une box il y a un pare-feu, c'est le principe de configuration dont on vient de parler qui est adopté, et même chose sur des pare-feux comme Bitdefender, des pare-feux logiciels. Il y a un point important dont on parlait à l'époque de firewall, à l'époque quand les firewalls étaient apparus, on parlait de firewall sans état, les stateless firewall, et les firewalls avec état, les stateful firewall. Alors dans le premier cas, chaque paquet transitant via le firewall est analysé. Il n'y a pas vraiment de notion de connexion ou de session entre machines.
les paquets sont analysés sans lien entre eux, sans lien entre eux. Ça veut dire que dans le cas d'un firewall stateless, par exemple, on va avoir une communication d'un serveur distant avec, avec une machine locale ou l'inverse, hein. Donc, à chaque fois qu'un paquet va transiter par le pare-feu, il va être analysé pour s'assurer bien, euh, qu'il fait bien, qu'il correspond bien aux règles définies dans, dans une table dans laquelle on définit la politique d'accès. Par contre, dans le second cas, le stateful, le firewall va bloquer la connexion interdite dès son initialisation, ce qui évitera l'analyse complète des autres paquets concernant la connexion en question, puisque cette dernière sera de toute façon bloquée. Dans le cas du stateful, on suppose que ce serveur ne va pas être autorisé à communiquer avec le serveur web. Donc, dès le départ, on va prendre connaissance de la connexion et hop, cette connexion est interdite dès le départ, on n'analyse plus les paquets. C'est-à-dire que les prochains paquets qui vont être émis par ce serveur, eh bien, le firewall va vérifier si il s'agit bien de la connexion qui a été bloquée, et donc, hop, le paquet est bloqué, pas la peine de l'analyser hein, pour savoir si il va être autorisé ou pas. Alors, quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que dans le stateless, dans le firewall de type stateless, comme ce sont les paquets qui sont analysés à part un, on peut avoir un pirate qui va glisser des paquets dans, dans une connexion qui va être autorisée, par exemple. Et à partir de là, le paquet peut passer. Par contre, quand dès le départ, on interdit une connexion et qu'on n'analyse plus les paquets, ce n'est pas nécessaire, ben, le pirate ne peut pas glisser un paquet puisque on va contrôler chaque paquet par rapport à la connexion qu'on a autorisée. Donc, il y a plus de sûreté avec le stateful. Cette approche stateful sous-entend qu'un firewall est capable de reconnaître une connexion, c'est-à-dire reconnaître les protocoles complexes utilisés dans le monde du réseau et de suivre l'état des connexions en gardant en mémoire les informations sur ces connexions qui sont actives, ce qui va permettre de décider si un paquet appartient ou pas à une connexion établie et donc de l'autoriser ou de l'interdire. C'est ça la différence entre les deux. Dans le stateless, on vérifie pour chaque paquet, on vérifie qu'il répond bien à cette politique d'accès. Par contre, dans le stateful, les paquets sont vérifiés pour savoir s'ils font partie d'une connexion qui a été autorisée. On ne les analyse pas par rapport à cette table. Un minimum d'intelligence et de ressources sont nécessaires pour qu'un firewall soit stateful. Aujourd'hui, tous les firewalls le sont. Cette différenciation n'a pas vraiment lieu d'être, mais libre à l'administrateur de se placer dans le mode de son choix. Alors, un firewall. Les firewalls peuvent être matériels ou logiciels et être installés pour protéger tout un réseau ou seulement une machine. Outre le firewall intégré à votre OS, votre réseau est protégé par un équipement qui assume un premier rempart, c'est votre box. Oui, votre box faisant le lien entre Internet, ce qu'on appelle aussi le WAN, et votre réseau domestique, qu'on appelle le LAN. On dit qu'elle fait du routage. Elle embarque également une fonction de firewall où tout trafic entrant est de base rejeté et tout trafic sortant, à quelques exceptions près, est autorisé. Donc, la box, elle embarque un firewall. Sur une box, on peut ajuster quelques paramètres, mais ça reste très limité, surtout si vous fonctionnez en IPv6. Si vous êtes visé aujourd'hui, ça serait plutôt suite à une contamination par un malware via un email frauduleux
du phishing ou tout simplement via la navigation sur un site web frauduleux ou verrouillé. Dans ce cas-là, votre box ne pourra rien faire pour vous, que ce soit pour empêcher d'être contaminé ou pour empêcher l'exfiltration de données, voire même le contrôle à distance de votre machine par le pirate. Donc on voit quand même que dans le cas du phishing, la box ne peut pas faire grand-chose. Il y a un exemple ici. Par exemple, on suppose donc qu'on navigue sur le web, sur un site habituel qu'on connaît bien. Mais il se trouve que ce site a été verrouillé. C'est possible. Lorsqu'on se déplace sur une des pages du site, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un code inséré par le hacker qui va s'exécuter dans notre navigateur. Donc ça veut dire que quand on est sur une machine, on navigue sur un site web avec Internet, on va avoir par exemple une des pages qui va être verrouillée. Et à partir de là, donc ça veut dire que il va y avoir un code qui va être exécuté dans le navigateur. Le firewall de notre box, parce qu'il n'est équipé d'aucune fonction d'analyse d'URL, d'analyse de page web, ne va rien faire pour stopper le téléchargement du code. C'est ça qui va se passer, c'est-à-dire que la box, comme elle n'a pas ces fonctionnalités-là, eh bien, c'est pas possible de bloquer. En général, le code malveillant ne correspond pas encore au véritable malware. C'est-à-dire que généralement, quand on est sur un poste, on navigue sur un site avec Internet, quand on navigue sur ce site avec Internet et qu'il y a un code qui s'exécute, eh bien, le code qui va être récupéré à partir de cette page, elle ne correspond pas tout de suite au véritable malware. C'est dans un deuxième temps qu'il va y avoir le véritable malware qui va être téléchargé. C'est-à-dire que ici, classiquement, à son exécution sur la machine verrouillée, il va faire en sorte de se connecter à un serveur contrôlé par le pirate, que l'on appelle le CNC, Command and Control. Là, encore, la box ne fera pas grand-chose. En plus de ça, par défaut, elle ne bloque pas le trafic. La box ne bloque pas, donc pas le flux. Et donc, en plus de ça, donc par défaut, elle ne bloque pas le trafic sortant. Le hacker décide alors de faire télécharger le véritable malware qui se trouve être un cryptologueur ici sur la machine de l'utilisateur. Ça veut dire donc que dans un premier temps, avec le navigateur, on est parti se connecter à un site verrouillé, il y a un code qui s'est exécuté, ok, donc pas de problème. Ce qui se passe, on a donc notre hacker qui a déjà contaminé notre machine. Et ensuite, dans un deuxième temps, le véritable code qui va affecter la machine, par exemple un cryptologueur, va être, lui, téléchargé. Ici, étant donné que c'est notre machine qui initie la connexion avec le serveur du hacker, c'est elle qui initie le téléchargement du cryptologueur et donc ce n'est pas un flux entrant mais bien un flux sortant. La box ne bloque donc pas le flux. Et oui, c'est ça le problème, c'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez votre navigateur qui va naviguer sur un site verrouillé. Donc il y a un code qui va être récupéré, qui va s'exécuter en mémoire. Et quand ce code s'exécute en mémoire, il va se connecter à la machine du hacker, parce que on peut avoir, donc imaginons qu'avec votre navigateur, vous naviguiez sur un site web qui est situé par exemple ici. Et il se trouve que ce site web a été contaminé par un hacker. Donc vous récupérez un code qui va fonctionner dans le navigateur. Et ce code, son objectif, lui, ça va être de se reconnecter sur la véritable machine du hacker pour télécharger, par exemple, un cryptologueur. Et donc là, effectivement, le firewall de la box ne va pas bloquer le flux, puisqu'il s'agit d'un flux entrant, d'un flux sortant, pardon, puisque c'est
le navigateur qui initie la connexion. Le cryptologueur s'exécute alors sur la machine, la vérole et se propage ensuite localement aux autres machines du réseau domestique. C'est le schéma classique de contamination par un logiciel malveillant et la box n'y peut rien. Un firewall est un équipement matériel ou logiciel qui doit être capable d'être le garde-barrière entre des réseaux ou entre une machine du réseau et une autre. C'est la fonction basique assurée par tous les firewalls. C'est ensuite la capacité à analyser les flux réseau le traversant dans un sens ou dans l'autre, et notamment de reconnaître les sessions entre applications qui va être le cœur de l'expertise de ces concepteurs. Alors, aujourd'hui, le firewall doit être capable d'assurer de plus en plus de fonctions avancées pour lutter contre les éléments actuels de la cybermenace. Les firewalls sont donc indispensables pour protéger un réseau d'entreprises et peuvent clairement être utiles pour protéger un réseau domestique. Les box opérateurs incluent certaines fonctions de firewall, mais bien trop sommaires. Donc ouais, c'est important de parler de ces firewalls inclus dans la box pour expliquer qu'ils sont quand même sommaires. On vient de voir qu'ils ne bloquent que pas grand-chose. Alors, il faut connaître les fonctions avancées des firewalls UTM. Les techniques de pirates ont évolué et les firewalls ont dû forcément s'adapter. Sont arrivés alors des pare-feux beaucoup plus complets que l'on appelle des UTM, littéralement en français pour gestion unifiée de la menace. Un firewall UTM combine plusieurs fonctionnalités de sécurité en une seule solution, ce qui en fait un choix populaire pour les entreprises. Le firewall est capable de réguler les flux entre plusieurs réseaux Internet. Ça, c'est la première chose. C'est une chose basique. Les firewalls UTM sont capables d'analyser le contenu du flux. Ça, c'est intéressant. Avec les systèmes de détection et de prévention d'intrusion IDS-IPS, le firewall UTM est capable de détecter une menace et une attaque après l'analyse d'un flux qui, s'il était autorisé par les règles de base du firewall, va être potentiellement bloqué en temps réel. Ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que même si on met en place une politique de sécurité, il peut y avoir éventuellement des flux qui peuvent correspondre à des attaques potentielles, et bien, avec les firewalls UTM, on va avoir ces firewalls qui vont avoir la possibilité d'analyser le trafic, surtout avec les systèmes de détection et de prévention d'intrusion, pour pouvoir bloquer ce type de trafic dangereux en temps réel. Alors l'IDS, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il surveille à la fois le trafic réseau, donc il surveille le trafic du réseau, les journaux d'événements, et les activités du système pour détecter et signaler des comportements suspects. Il utilise les règles spécifiques prédéfinies, des signatures de menaces et surtout des algorithmes d'analyse comportementale pour identifier ce qui peut être potentiellement malveillant. Donc, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que l'IDS utilise des règles spécifiques prédéfinies des signatures de menaces. Donc, ça veut dire que l'IDS qui est sur le firewall, on peut le paramétrer avec des règles pour pouvoir surveiller le trafic. On peut également faire en sorte qu'il va, en fonction de signatures, détecter le trafic suspect, et surtout, les algorithmes d'analyse comportementale, et ça c'est super, super intéressant. Parce que les analyses d'algorithmes comportementaux, ça va permettre de faire face aux déficiences qu'un antivirus peut avoir lorsque un antivirus n'a pas encore repéré éventuellement donc que tel programme était un virus. Ensuite, contrairement à l'IDS, l'IPS, lui, il est actif. L'IDS, lui, n'est pas actif. L'IDS surveille, c'est tout. Par contre, l'IPS est actif, c'est-à-dire qu'il aura la capacité de prendre des mesures par rapport à la menace détectée, et ce de façon automatique. Qu'est-ce qu'il peut faire l'IPS? Une fois que l'IDS a repéré quelque chose de suspect, il peut bloquer le paquet.
Il peut interdire toute communication en provenance de l'IP responsable de la génération du flux malveillant. Il peut réinitialiser la session concernée, entre autres. Il fonctionne de la même manière qu'un IDS, sauf qu'il va plus loin. C'est pour cela qu'on associe souvent IDS et IPS dans le même produit. On a certains IPS qui utilisent également l'analyse comportementale pour détecter les anomalies. À partir de l'observation globale des flux qui transitent sur le firewall, les systèmes IPS sont aussi capables de repérer les menaces encore inconnues grâce à l'IA, l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important, cette capacité des firewalls UTM à embarquer avec eux ce système d'IDS, IPS et ce système d'analyse comportementale. Outre les fonctions IDS, IPS, un firewall UTM embarque généralement les fonctions de filtrage de trafic web. C'est ce qu'on appelle le filtrage URL qui permet de contrôler l'accès des utilisateurs Internet en fonction des sites consultés. C'est utile pour limiter l'accès à des sites malveillants, des sites sortant du cadre non professionnel et des sites non pertinents ou pour mettre en place des politiques de sécurité et de conformité. Donc, le filtrage d'URL, c'est super intéressant parce que ça permet d'interdire des sites malveillants, mais encore mieux, avec du filtrage URL, on est capable de bloquer l'accès aux réseaux sociaux sur des plages horaires que l'on aurait définies. Le filtrage peut se faire selon des mots-clés, des listes blanches ou des listes noires d'adresses IP, ou selon une appartenance à une catégorie des jeux en ligne, des réseaux sociaux, des malwares ou des e-commerce par exemple. D'ailleurs, c'est en général l'éditeur qui crée, met à jour et maintient ces catégories d'URL, et c'est une fonction qui est en général payante. Dans la même veine que le filtrage d'URL, les firewalls sont capables de reconnaître les applications et donc de les bloquer ou de les autoriser, bien sûr. Cette fonction de filtrage d'applications permet de contrôler l'accès à des applications spécifiques telles que les médias sociaux, les messageries instantanées ou les jeux en ligne. En fonction des politiques prédéfinies, par exemple, on sera capable de bloquer l'utilisation d'une application de visioconférence comme Zoom sur un réseau donné ou de bloquer les mises à jour d'un OS pendant des heures de pointe du trafic réseau. Il y a une autre fonction classique assumée par le firewall UTM, c'est l'analyse de paquets, à la recherche de virus ou de malware, ainsi que la possibilité d'analyser le trafic mail. Enfin, les éditeurs essayent de se démarquer en y intégrant des fonctions VPN nomades, permettant donc l'accès sécurisé au réseau de la société à partir d'Internet ou des fonctions de portail captif, c'est-à-dire la possibilité de mettre ou non l'accès Internet à de permettre ou non l'accès Internet à des utilisateurs invités. C'est ce qu'on déploie typiquement dans des hôtels où les clients sont amenés à s'identifier pour accéder à Internet. Ça, c'est très intéressant également. C'est-à-dire que OpenSense, par exemple, ou FortiGate, ces firewalls-là, ils embarquent la possibilité de mettre en place des VPN pour des utilisateurs qui souhaitent travailler sur un matériel à distance de manière sécurisée. Comme des fonctionnalités de portail captif, c'est-à-dire que des utilisateurs invités, lorsqu'ils vont tenter de se connecter à Internet via notre box, vont passer par un portail captif, c'est-à-dire qu'il va y avoir une page web qui va s'afficher, qui va leur demander de s'identifier. Les firewalls UTM sont aujourd'hui la norme dans le domaine de la sécurité. Un composant clé des UTM est la possibilité de gérer tout ce panel de fonctions de sécurité à partir d'une seule interface unique centralisée, ce qui facilite la configuration, la gestion et aussi le suivi. Leur compromission entraîne celle de tous les systèmes de défense qu'ils embarquent et pourraient laisser le réseau sans protection. Deux questions se posent en général dans le choix d'un UTM ou pas. N'est-il pas risqué de confier l'ensemble de la sécurité d'un réseau à un unique équipement? Ne vaut-il mieux pas assurer peu de fonctions, mais assurer très bien, plutôt que beaucoup de fonctions, mais à un niveau moindre? Ça, c'est une question qu'on peut éventuellement légitimement se poser. Appliquer les NGFW ou l'IA à la cybersécurité. NGFW, qu'est-ce que c'est?
pour Next Generation Firewall. Outre les considérations marketing qui font que ce genre de nouvelle appellation destinée à remplacer le terme d'UTM permettent notamment de relancer les ventes, il y a quand même une légère différence entre les UTM que l'on connaît désormais et ces Next Generation Firewall. Les fonctions d'un firewall dit de nouvelle génération, c'est les mêmes fonctions que ce que propose la majorité des UTM, les fonctionnalités d'IDS, IPS, détection et prévention d'intrusion, le filtrage web, les antivirus, les anti-spam et la reconnaissance applicative. Les firewalls de nouvelle génération se distinguent par la capacité à reconnaître les applications, à observer leur trafic et à analyser les paquets réseau émis ou reçus afin de détecter et de caractériser une attaque. Ça, c'est très intéressant. Les firewalls de nouvelle génération reprennent les principes d'analyse de trafic des UTM, mais vont plus loin ou, en tout cas, sont vendus comme tels. La fonction de firewall de nouvelle génération se définit comme une analyse comportementale du trafic réseau couplée à des algorithmes d'intelligence artificielle de plus en plus complexes et qui sont capables de détecter des attaques là où un système classique d'IDS-IPS basé sur des signatures n'y verrait que du feu. Comment ça fonctionne et sur quoi le firewall de nouvelle génération s'appuie? Tout d'abord, la collecte des données. Il y a d'abord la collecte des données. Le firewall recueille des données sur le trafic réseau en temps réel. Il analyse les modèles de trafic, les volumes de données, les connexions, les flux, les protocoles, les ports, les adresses IP et d'autres paramètres qu'il va stocker dans sa base de données que l'on appelle en IA la base de connaissances. Donc ça, le firewall de nouvelle génération, il va recueillir des informations sur le trafic. Ensuite, il va créer des profils de trafic normal en fonction des données observées pour une période. Je vais donner un exemple. Le firewall va savoir que tous les mardis à 13h, le trafic sortant est de l'ordre de 5 mégabits par seconde à destination de la France pour 85% du trafic global. Ce trafic étant caractérisé à 90% par la navigation web. Donc ça veut dire que le pare-feu va créer un profil de trafic qu'il va conserver, et ça par rapport à ce profil de trafic, il va surveiller si tout se passe bien. Une fois ces profils créés, on dit que le firewall a appris le réseau. Il va être capable de détecter des anomalies. Le firewall surveille alors en permanence le trafic réseau à la recherche d'anomalies, de décalage par rapport aux profils de trafic normaux. Les anomalies peuvent inclure des augmentations soudaines de trafic, des connexions non autorisées et des activités inattendues sur des ports ou protocoles spécifiques. Donc effectivement, le fait que le firewall ait récupéré et défini des profils de trafic, dès qu'il va voir que un trafic s'éloigne sensiblement de ces profils, eh bien il va s'alarmer. Par exemple, il est 13h. Nous sommes mardi et 50% des communications sont à destination du Panama. Pour un volume inhabituel de 15 mégabits, c'est là que le firewall de nouvelle génération émet une alerte pour avertir l'équipe informatique d'un comportement suspect. Il peut aussi enclencher de lui-même des actions de blocage selon les politiques définies. Bien sûr, un firewall de nouvelle génération, un Next-Gen Firewall, est en fait un IPS avec une couche d'IA embarquée. Ces firewalls peuvent donc bloquer des menaces qui sont pour le moment inconnues et c'est là leur force. Ils sont aussi un bon moyen de lutter contre les attaques par délit de service, puisque la détection de ce type d'attaque repose sur les mêmes méthodes d'analyse, à savoir analyse des adresses IP, provenance géographique des adresses, nombre de requêtes applicatives et volume en fonction d'une période de temps donnée. Puisque le firewall a appris ce qu'était un trafic normal, il saura détecter un trafic inhabituel et alors pourra le bloquer. Le risque d'utilisation de la fonction firewall de nouvelle génération et plus globalement le risque des IPS est le faux positif. C'est-à-dire que du trafic légitime pourra être considéré comme légitime et sera bloqué. On peut avoir effectivement donc
ce risque de faux positif, hein, c'est-à-dire que, imaginons que à 13 heures, par exemple, je dois avoir un trafic avec le Panama, et que ce trafic est inhabituel, mais correspond réellement à quelque chose que je dois faire, hein, et qui va s'intégrer dans mon travail. Eh bien là, on va avoir le firewall de nouvelle génération qui va bloquer ce trafic, alors que c'est un trafic légitime. Donc ça, c'est un risque. Un firewall de nouvelle génération, dit Next Gen Firewall, n'est autre qu'un UTM, où les fonctions de reconnaissance applicative sont poussées car couplées avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Le principe repose sur le fait que le firewall adapte ses règles de détection en fonction du réseau sur lequel il est déployé. Aujourd'hui, cette fonction est aussi, il faut le dire, l'un des moyens pour les constructeurs et éditeurs de se mettre en avant et parfois de se différencier. Voilà pour cette introduction sur les firewalls.